À l'heure où les parlementaires examineront au mois de mai 2 propositions de loi sur les soins palliatifs et sur l'aide à mourir, on parle de la fin de vie ce matin et du droit que n'importe quelle personne gravement malade ou en fin de vie est censée recevoir. Le droit d'accéder aux soins palliatifs a été voté il y a 25 ans maintenant, mais n'est toujours pas une réalité pour tout le monde. 500 personnes décèdent chaque jour en France sans y avoir accès. Rappelons-le, les soins palliatifs ne se limitent pas au soulagement de la douleur physique. Ils apportent également un soutien psychologique, émotionnel, voire spirituel aux patients et à leurs proches, car appréhender la fin de vie n'est pas qu'une question médicale et c'est bien de ça dont on va parler ce matin. L'association Elive pour accompagnement et liens interculturels vers la vie ensemble est arrivée en Guyane depuis plusieurs années, mais a besoin aujourd'hui de bénévoles. Pour en parler, sa coordinatrice Marianne Bellange est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. Et bienvenue sur Radio Pays. Marianne Bellange, votre association est là pour, je cite votre plaquette de présentation, accompagner et soutenir les personnes en soins palliatifs ainsi que leurs aidants. On va parler de ce que vous faites et des raisons pour lesquelles vous avez aujourd'hui besoin de bénévoles, mais d'abord un mot, je pense que c'est important de le faire sur sur les soins palliatifs. Il y a beaucoup de méconnaissances sur le sujet, on pense parfois, et c'est une erreur que ça ne concerne que des patients qui sont sur le point de mourir. Or c'est pas toujours le cas. Parfois ça peut durer longtemps, voire plusieurs années. Soins palliatifs, ça recouvre quelle réalité finalement, Marianne Bellange? Alors déjà, je vais définir la véritable définition de l'OMS des soins palliatifs. Allez-y, ouais. Ce sont des soins actifs avec une équipe pluridisciplinaire qui vise à soulager, alors pour les personnes atteintes de maladies graves et incurables. Oui. C'est important parce que ce sont des maladies incurables. J'aime pas ce mot étiquette, mais c'est comme ça qu'est défini le soin palliatif. Donc ces équipes pluridisciplinaires sont là pour soulager justement ce qu'on appelle cette souffrance globale, souffrance physique, spirituelle, sociale et psychologique. Et c'est vraiment très très important d'être ensemble pour pouvoir accompagner ces personnes-là. Alors, le soin palliatif, il faut casser cette image, c'est important, je dis le mot casser parce que on a tendance à soin palliatif, ça fait peur. C'est dans l'image qu'on peut se faire du soin palliatif, c'est qu'on va mourir dans 3 jours. Voilà. Or le soin palliatif, non, ça commence. Alors il y a des soins palliatifs qui commencent avec aussi des traitements, oui. Mais qui peuvent durer des mois, voire des années. Et mettre tout en place autour d'une personne pour lequel il n'y a plus de traitement, tout en place ce que j'appelle les soins de support, est quelque chose de très important. Et surtout, dans ces soins de support qui sont kinés, assistantes sociales, enfin tous les autres métiers, il y a ces bénévoles en soins palliatifs. Voilà. Il y a beaucoup, et je me permets de vous couper, il y a beaucoup de méconnaissances justement, de fausses informations, de fausses images qui sont véhiculées dès qu'on parle de soins palliatifs. Oui, puisque la première image qui vient, c'est la mort. Ouais. Et qu'en fait, la mort reste un sujet tabou. Et puis, c'est quelque chose qui est pas pensable en premier abord. C'est ok, je suis atteint d'une maladie grave, j'ai eu des annonces, mais maintenant, je vais pas mourir, on va me guérir. Voilà. Les familles, et puis, alors, attention, en soins palliatifs, on reste dans la vie jusqu'au bout. C'est pas, les équipes de soins palliatifs ou de l'accompagnement, on est là pour justement, dans cet accompagnement-là, on n'est pas pour la mort toute la journée. Oui. Rappelez que la vie, elle continue malgré tout. La vie, elle continue et elle est belle et il y a plein de choses à faire. C'est pas parce que cette personne elle est en soins palliatifs, souvent, la connotation, c'est il n'y a plus rien à faire. Oui. Non, c'est faux. Il y a encore plein de choses à faire. Et nous, enfin en tout cas, moi je suis une ancienne soignante vraiment plongée dans le soin palliatif. Je sais que l'accompagnement en soins palliatifs, c'est quelque chose d'extraordinaire et de très important et de très enrichissant pour les personnes qui sont à côté. Mais alors, très concrètement, accompagner justement la fin de vie, quand on est une association comme la vôtre, ça passe par quoi? Ça passe par quel genre de choses finalement? Qu'est-ce que vous faites en fait avec les personnes que vous accompagnez, Marianne Bellange? Alors déjà là, je suis à la recherche de bénévoles. Et on en reparlera, voilà. Vous en faites pas évidemment. Donc comment dire Ça recouvre déjà, d'après ce que j'ai compris, énormément de réalités.
Il n'y a pas une seule chose à faire en fait avec ces personnes qui sont malades. C'est vraiment en fonction de leurs besoins, de ce qu'elles ont envie de faire. Oui, et puis ça va être aussi de par leurs demandes. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'on va être à l'écoute, on va être à côté, savoir leurs besoins. Il y a des patients, des personnes qui sont dans le refus de tout. Et on va se positionner à côté et essayer de leur faire des propositions. Voilà. Est-ce que vous souhaitez faire une sortie thérapeutique? Est-ce que vous souhaitez aller au cinéma? Est-ce que vous souhaitez faire une balade en voiture? Parce que ça fait des mois que vous êtes hospitalisé, que vous n'avez pas vu Cayenne ou ses environs. Plein de choses, s'asseoir à côté, lire un livre, lire la Bible. Alors, être acteur de choses qu'ils ont envie mais qu'ils ne peuvent plus faire. Oui. Voilà. Je suis tombé sur cette phrase tout à l'heure d'une formatrice pour une association dans l'Hexagone qui ressemble un petit peu à la vôtre, et je la cite, hein, les valeurs de l'association sont de marcher au rythme du malade, ni devant ni derrière, mais à ses côtés, accueillir le malade là où il en est sans chercher à lui imposer nos attentes ou nos projets. La fin de vie, c'est encore la vie. Le mourant est une personne avec des souhaits qui fondamentalement sont à prendre en compte. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça finalement dans le contact que vous pouvez avoir avec la personne? Est-ce que parfois ça met aussi un petit peu de temps d'arriver à nouer une relation de confiance entre vous et la personne que vous allez accompagner? Oui, c'est pas un claquement de doigts comme ça. Déjà, on va parler beaucoup de l'accompagnement, de ce que la personne elle a envie. On va aller vraiment pas à pas. La confiance, elle peut se faire rapidement, comme elle peut se faire au bout de plusieurs mois. D'accord. Mais vraiment être à côté et la philosophie des soins palliatifs, c'est en premier d'être à l'écoute, d'être à côté de la personne, et puis des fois de pas parler du tout, d'être cette confiance une fois qu'elle est liée. Alors quand on est dans le soin palliatif, on arrive à c'est pas palpable, mais on arrive à créer un lien assez rapidement. Et ce lien de confiance est très important, parce que s'il n'y a pas un lien de confiance, il peut pas y avoir un accompagnement optimal. Après, tout est possible. La personne peut refuser au bout d'un moment. Non, j'ai plus envie. Et on reste toujours dans des propositions, mais des propositions qui sont toujours positives. Voilà. Et par contre, là où c'est aussi important, c'est que on est très attentif à la souffrance, ces 4 souffrances physiques, la total pain, parce que physique, psychologique, sociale et spirituelle. Voilà, c'est important. Des fois, ça peut être un exemple, une dame qui voulait juste l'hostie un dimanche, et dans l'association, il y avait une bénévole qui faisait partie d'une église et qui a pu le dimanche lui apporter l'hostie. Et ça semble pas grand-chose, mais cette dame qui était tout le temps en chemise de nuit, elle s'est apprêtée, elle s'est pomponnée, sa chambre, elle a mis du parfum partout pour recevoir l'hostie. Ça semble être tout petit, mais c'était tellement important pour elle. Et l'accompagnement en soins palliatifs, ça regroupe tout. Oui, et c'est tellement important que c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, que un bon accompagnement justement social, avec un entourage, des bénévoles, une association qui va être là justement pour nous aider, va pouvoir avoir une incidence sur la santé physique aussi des personnes et des malades. Bien sûr, et puis aussi sur les aidants, oui. Parce que en fait, en plus ces bénévoles-là, c'est souvent des gens qui sont hors soins. C'est des gens qui arrivent avec le sourire, avec qu'est-ce que vous avez envie aujourd'hui, je suis là pour vous, je peux donner mon temps, je suis dans l'empathie, je suis bienveillant. Et tout ça, c'est des choses qui sont réconfortantes. Ça peut être l'arrivée d'une bénévole où la personne va dire, écoute, ma femme, elle n'a pas été chez le coiffeur depuis des mois parce qu'elle s'occupe de moi. Est-ce que tu peux rester 1 heure et ma femme, elle peut aller chez le coiffeur? Oui. Voilà, c'est aussi ça, l'accompagnement en soins palliatifs. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, votre association, elle existe depuis plusieurs années, même si là, du coup, vous recommencez en quelque sorte un petit peu à zéro. Le point de départ, déjà, Marianne Bellange, les raisons pour lesquelles vous l'aviez créée, cette association, c'était quoi? À la fois sur le constat, mais aussi sur ce que vous aviez envie de mettre en place. Alors, il y a plus de 10 ans, j'étais coordinatrice d'une équipe de soins palliatifs, et chaque année, on allait en congrès de soins palliatifs, un gros congrès en métropole.
Et dans ce congrès, on s'est rendu compte que sur 3500 personnes, il y avait à peu près 1500 bénévoles, souvent d'une grosse association qui s'appelle Jalmalve, jusqu'à la mort accompagner la vie. Et en rentrant en Guyane, on s'est concerté dans cette équipe avec un médecin, moi la coordinatrice, une psychologue, une socio-esthéticienne, une art-thérapeute, une équipe complète de soins palliatifs. On s'est dit, en Guyane, il n'y a pas d'association d'accompagnement de soins palliatifs, il faut qu'on crée cette association. Ouais. Donc on travaillait tous à l'achat d'hospitalisation à domicile et on s'est concerté et on a créé cette association. On a réussi à recruter une dizaine de bénévoles. On a reçu beaucoup de personnes, mais on a en tout cas, je cherche le mot, trouvé ces bénévoles-là. Oui. Et on leur a proposé une formation. On ne peut pas être bénévole d'accompagnement en soins palliatifs sans avoir une formation de soins palliatifs. Donc on les a formés pendant une semaine, formés avec 4 personnes, un médecin, une coordinatrice, une infirmière, avec un DU, c'est un diplôme universitaire de soins palliatifs. D'accord. Une psychologue. Et donc, pendant une semaine, ils ont eu une formation intensive de soins palliatifs. Donc là, ce sera la même chose pour les futurs bénévoles, de manière à ce qu'ils puissent être armés. Enfin, on va leur donner tous les atouts pour faire des accompagnements en soins palliatifs. Oui, parce que ce travail que vous aviez commencé à faire il y a quelques années, il a été quand même du coup fortement ralenti par la crise sanitaire. C'est la raison pour laquelle vous êtes avec nous ce matin justement pour lancer un appel aux bonnes volontés qui voudraient bien vous rejoindre vos rangs, Marianne Bellange. C'est ça, suite au Covid, évidemment, tout le monde sait que c'était pas plus possible, donc on comptait les soignants qui allaient à domicile. Et malheureusement, les bénévoles, alors nous on a bénéficié du vaccin, mais les bénévoles ne voulaient pas se faire vacciner à ce moment-là. Donc oui, l'association s'est mise en sommeil. Donc là, je repars un peu à zéro voilà, je tape à toutes les portes pour pouvoir trouver des futurs bénévoles, en tout cas des gens qui auraient cette philosophie. Donc je suis prête à les recevoir, à faire un entretien. Voilà, là maintenant, détachée de cette équipe de soins palliatifs, j'ai le temps nécessaire pour pouvoir remonter cette association qui doit exister, qui existe, mais qui doit se faire connaître je cherche des bénévoles sur toute la Guyane. Ouais, sur tout le territoire. Sur tout le territoire, de toute culture, de toute langue, je cherche, voilà. Ouvert à tout le monde. Ouvert à tout le monde, mais avec des profils quand même bien particuliers. Je suppose que on parle de sujets qui sont quand même lourds et complexes depuis tout à l'heure. Toutes les personnes ne sont pas capables de faire ce travail-là. Alors non, il faut être honnête. Oui, non. Mais après le recrutement, on est capable de cerner. En tout cas, parfois je suis aidée de la psychologue de l'équipe. On sent tout de suite la philosophie. On sent si cette personne, on va pouvoir. Attention, c'est malgré tout difficile. Il faut dire le mot. C'est difficile, c'est beaucoup d'émotions. Ces personnes-là vont se confier, vont dire des choses parfois extrêmement difficiles, et il faut être armé. Oui. Alors, l'association, attention, je ne vais pas laisser ces bénévoles dans la nature, c'est-à-dire je serai toujours un lien entre eux et moi. Il a moindre difficulté, je serai là. Je vais faire des réunions, ils vont pouvoir se concerter, parler de leurs accompagnements, parler de leurs expériences, échanger. Voilà, l'échange. Et en tout cas, les personnes que j'ai commencé à recruter, c'est vraiment des personnes... j'ai trouvé des gens très très bien. Je rebondis sur quelque chose que vous avez commencé à nous dire, Marianne Bellange. Le soin palliatif, c'est une philosophie. Vous, personnellement, qu'est-ce qui a fait que vous avez souhaité travailler dans ce domaine ? Je pense que ça peut être aussi intéressant de revenir sur les raisons personnelles que vous avez pu ressentir pour peut-être les témoigner aux personnes qui vous écoutent et qui pourraient se dire « Ah, ça me ressemble et je pourrais peut-être vous rejoindre ». Ça, j'en suis sûre, on a, en tant que soignante, ancienne soignante, je reste toujours soignante, la philosophie du soin palliatif, on a tous été confrontés un jour dans notre carrière à des morts violentes, à des difficultés, à des personnes qui sont dans l'insupportabilité de la douleur, et on a quelque part été des soignants impuissants. Et le soin palliatif, on est
pour moi pas dans le soin palliatif par hasard. Moi, quand j'avais 20 ans, je voyais des gens mourir, en plus c'était l'époque du sida, avec du Doliprane. C'était pas possible. Je savais que la morphine existait, voilà, il y avait des traitements, il y avait des choses pour la douleur, mais qui en fait n'étaient pas mises en place, quoi. Donc l'accumulation de tout ça fait que un jour je me suis dit c'est pas possible, on peut pas rester comme ça. Alors la loi Leonetti, qui malheureusement est encore méconnue, mais qui commence à avancer tout doucement. Et puis c'est souvent des médecins qui ont fait cette loi, la loi Leonetti. C'est un ancien médecin. On a pris conscience qu'on pouvait pas être que dans le soin et que 50% de notre travail c'était d'être à côté de la personne et de faire de l'accompagnement. Oui. Voilà, d'être à côté, de pas tout le temps faire des soins techniques, des perfusions, des prises de sang, des pansements, qu'en fait d'être à côté, de s'asseoir à côté d'une personne et de l'écouter, d'écouter ses souffrances. Il y avait autre chose aussi. Qu'il n'y ait pas que la parole médicale finalement, qu'il y ait aussi une parole un petit peu normale d'une personne qui parle comme tout le monde, pas comme un médecin, c'est pour ça. venir un petit peu appuyer, soutenir psychologiquement les malades. Quand vous connaissez, quand vous êtes avec des médecins, que vous faites le tour des services et que c'est la chambre 212 et que c'est pas Monsieur Dupont, ça vous semble pas normal. Ouais. Donc ça change. C'est encore beaucoup de choses à faire, mais à ce niveau-là, ça commence à changer l'humanitude. Hein. On l'a dit, il faut quand même être bien armé pour devenir bénévole dans votre association. S'il y a des personnes là qui sont en train de vous écouter et qui se diraient oui, pourquoi pas, je pourrais avoir envie de vous rejoindre. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire dès à présent pour qu'il n'y ait pas de malentendu après, finalement, en quelque sorte? Alors, déjà, de réfléchir à cette première démarche. Oui. Pourquoi ? Quelles sont les motivations premières ? 50%, les futurs bénévoles, c'est souvent des gens qui ont déjà accompagné quelqu'un. D'accord. Le soin palliatif, ça leur parle. Voilà, ils ont fait de l'accompagnement en soins palliatifs sans être bénévoles, sans le savoir, mais ils l'ont fait. Et ils se sont rendus compte aussi que voilà, ils étaient un peu seuls et qu'il n'y avait pas forcément une écoute pour eux, pour ces bénévoles-là, et pour les familles et pour les soignants. Donc voilà, les motivations premières. Après, je vais les recevoir. Voilà, j'ai le temps pour leur faire un entretien et on va parler de tout ça et effectivement savoir pourquoi on le fait. Hein, c'est important. C'est important. Je demanderai pas. Et puis avoir aussi du temps à donner. Voilà, du temps. Parfois, moi, je pensais qu'il fallait beaucoup de temps pour accompagner quelqu'un en soins palliatifs. En fin de compte, des fois, 1 heure. 1 heure, ça suffit. Et les anciens bénévoles, je me suis rendu compte qu'ils nous disaient au départ, je vais pouvoir donner 1 heure ou 2 par semaine. Et en fait, ils donnaient le double, ils donnaient plus. Parce que quand on est plongé dedans, on ne se rend pas compte, les heures passent. Je lisais tout à l'heure en préparant les questions que quand on est malade et qu'on ne va pas bien, on n'ose pas toujours dire à son entourage voilà les difficultés qu'on va rencontrer, expliquer que le moral il est en train un petit peu de baisser et parfois c'est plus facile aussi de confier des choses aussi lourdes à une personne étrangère, à un ou une bénévole d'une association plutôt qu'à un ami ou un proche. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez vous aussi? Complètement. Oui. Complètement, parce que il y a aussi je vous donne un exemple d'un monsieur qui dit à la bénévole, tu sais, je vais mourir, je suis atteint d'une maladie grave, mais ma femme ne le sait pas. Et en sortant de la chambre, sa femme dit à la bénévole, viens, je t'offre un verre de jus, assieds-toi 5 minutes. Et elle dit à la bénévole, tu sais, je sais que mon mari va mourir, qu'il a une maladie grave, mais il ne le sait pas. Et en fait, très, très souvent, ce qui se passe, c'est que dans ces accompagnements-là, les proches se préservent en fait. Oui, on sait qu'on est malade, on sait qu'on va mourir, mais en fait on ne le dit pas. Voilà, et on essaye de préserver l'autre. Et ces bénévoles, il faut qu'elles puissent recevoir ce genre de... Et quand on a quelqu'un à côté qui vous regarde dans les yeux et qui vous dit, tu sais, je vais mourir, qu'est-ce qu'on répond? Et du coup, c'est une des raisons pour lesquelles il y a cette formation du coup que vous proposez aux futurs bénévoles qui viendront dans votre association. Elle passe par quoi finalement cette formation? Qu'est-ce que vous apprenez aux personnes qui sont là? Alors on leur apprend
Alors, on leur apprend beaucoup de choses. On leur apprend déjà tout ce qui est au niveau de toutes les douleurs. Le deuil, de la psychologie, de l'accompagnement, tous les symptômes physiques aussi que peuvent avoir les gens, les personnes qui sont à côté, parce que ça peut être aussi déroutant d'avoir un monsieur ou une dame qui est à côté puis qui se met à vomir d'un coup. Si vous n'êtes pas armé, vous savez pas pourquoi. Voilà, ça peut être. Alors, je vous parle de ça, mais ça peut être des choses qui sont encore plus compliquées. On leur apprend. Parce qu'il y a des choses, je suppose, qui ne s'apprennent pas aussi. Comprendre un petit peu une personne, être à son écoute, il y a une fibre un petit peu naturelle que certaines personnes peuvent avoir. Et puis chaque accompagnement est différent. Chaque personne est différente. Et tout ça, souvent ça va être au jour le jour, ça va être au moment donné. Ouais. Voilà. On va peut-être arriver en se disant, bah tiens, aujourd'hui je vais faire ça, ça et ça, et en fait ça va pas se passer comme on veut, et on va devoir faire autre chose, ou peut-être même ne pas l'accompagner parce que il est recroquevillé dans son lit et qu'il est trop douloureux. Je me souviens d'une dame que j'avais reçue, elle me dit, je lui dis, bah alors vous arrivez comme ça, la personne elle est douloureuse, vous faites quoi? Ah bah moi j'appelle les pompiers. Bah non, non, vous allez pas appeler les pompiers, il y a autre chose à faire. Mais bon voilà, et cette dame en fait on l'a sentie en panique. Oui. On s'est dit là ça va pas être possible. Faut pouvoir aussi maîtriser ses émotions, hein. Et puis arriver à avoir un exutoire aussi. C'est-à-dire que ces bénévoles là, souvent je leur demande, une fois que vous avez fini un accompagnement, qu'est-ce que vous allez faire à l'extérieur qui fait que vous allez vider, vous videz l'esprit. Ça c'est quelque chose qu'il faut savoir maîtriser, c'est très important. C'est lourd, c'est complexe, c'est difficile, et il vaut mieux que toutes les personnes qui pourraient avoir envie de vous rejoindre aient ces données-là en tête. Malgré tout, il y a quand même de la beauté dans ce travail-là. Est-ce que ça vous arrive quand même régulièrement d'avoir le sourire finalement en quittant le domicile d'une personne et en vous disant j'ai quand même réussi à faire quelque chose et à aider profondément la personne que je viens de quitter? Ah mais tout le temps, sinon on n'en fait pas du soin palliatif. Oui. C'est arriver la personne avec le sourire, arriver bien apprêté. Moi, je me souviens d'un monsieur, il me dit aujourd'hui, t'es pas maquillée, t'es moche. Ouais. Ah bah j'ai dit d'accord, ok, à partir d'aujourd'hui, je vais maquiller tous les jours. Donc ça rigole aussi parfois. Voilà, il faut casser encore une fois l'image qu'on peut avoir de tout ça. Bien sûr, et puis on est aussi stimulant. En tant que bénévole, c'est d'arriver et de dire non mais ça fait 3 jours que je t'ai vu avec le même pyjama, ça suffit là maintenant, tu vas mettre une belle robe, est-ce que tu veux que je te coiffe, est-ce que tu veux... Souvent les gens nous disent mais ça sert à quoi, tu vois bien que de toute façon je vais mourir, ça sert à quoi? Mais si, ça sert que je suis à côté et que je peux faire un petit peu, voilà. Si tu as envie d'une coiffure, de tresses que tu n'as pas eu depuis des mois parce que tu es au lit et que personne n'a pu te faire un shampoing, mais ça peut être ça et ça peut redonner le sourire. Dernière question très, très concrète et pratique, Marianne Bellange. Déjà, premièrement, de combien de personnes est-ce que vous avez besoin? Et si certaines personnes, des auditeurs, des auditrices sont intéressés, comment est-ce que ça se passe? Où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors, le nombre, peu importe. Hein, moi, le plus possible. Le plus possible. Ouais. Cayenne, Kourou, Saint-Laurent, là moi je peux aller partout, voilà. Donc là je me trouve actuellement dans un bureau à la Canopée, la nouvelle clinique à la ZAC Hibiscus. Donc le bureau de live se trouve là actuellement et mon numéro de téléphone c'est le 06 94 44 56 78. 44 56 78. Évidemment, s'il y a des personnes qui nous appelleront, on redonnera votre numéro de téléphone avec plaisir. Merci beaucoup Marianne Bellange d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, coordinatrice de l'association Alive pour accompagnement et liens interculturels vers la vie ensemble. Merci encore, très bonne journée. Merci.